Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Discover. Cette question brûlante que vous n'osiez pas poser sur Google Discover. Et la septième, elle est cruciale, elle est mystérieuse, je vais vous révéler des secrets et ça va vous empêcher de dormir pendant au moins 94 heures. Vous l'aurez compris, titre un petit peu putaclic à la Google Discover. Je suis parti du constat suivant. Sur les réseaux sociaux, en MP ou même quand je fais des coachings, vous êtes beaucoup à me poser les mêmes questions. Donc il y a des questions à la fois récurrentes sur le fonctionnement classique et des questions aussi sur moi, la manière dont je gère certains aspects. Du coup, j'en ai sélectionné 7 pour le moment. Si c'est un format qui vous plaît, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo et j'en ferai une autre prochainement. Alors, petit disclaimer avant de commencer, tout ce que je vais vous dire là, c'est en fonction de ma propre expérience. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai géré que des petits médias, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va dire moins d'1 million de clics par mois, c'est des petits blogs, des petits médias. Donc, quelqu'un qui fait du Google Discover sur un vrai média, qui fait 50 ou 100 millions de clics par mois, ça ne va pas forcément être les mêmes réponses, les mêmes approches. Voilà, je voulais le préciser. Cette vidéo est sponsorisée par Rocket Links. Rocket Links, c'est une plateforme internationale où vous pouvez acheter des articles sponsorisés, louer du lien homepage, vous louez du lien site wide. Si vous êtes annonceur et si vous êtes éditeur, comme moi, enfin entre autres, puisque je suis aussi annonceur, mais si vous êtes éditeur, vous pouvez vous inscrire pour vendre des liens sur cette plateforme-là. Alors Rocket Link, c'est une plateforme historique. Elle date de 2010. Ils ont un pool de blogs, de sites, de médias qui est énorme. Il y en a plus de 110 000. Plus de 1000 nouveaux médias chaque mois. Ils ont publié plus de 210 000 articles sponsorisés. C'est énorme. Ils font ça dans plusieurs pays. Il y a toutes les thématiques. Il y a plein de typologies de sites. Si vous voulez faire du link building, pour votre site, c'est une plateforme qui est incontournable. C'est entre autres grâce à ces sponsors-là que je passe du temps à réaliser ces vidéos-là, à vous expliquer plein de choses, vous parler de mon expérience et vous apprendre tout un tas de trucs sur le SEO, sur l'édition de site, sur Google Discover, etc. Donc si vous êtes intéressé par le link building, allez regarder Rocket Links. Alors on va commencer par une question très simple, récurrente quand on est vraiment débutant, puis on va aller crescendo au niveau de l'aspect technique et de ma manière de fonctionner. Comment est-ce qu'on déclenche Discover? Alors je mets de côté toute la partie spec technique et autres, mais juste vraiment qu'est-ce qu'il fait sur un site qui est éligible Discover ou qui a déjà performé sur Discover, qu'est-ce qu'il fait pour déclencher, qu'est-ce qu'il fait déclencher quand un nouvel article paraît? Alors en fait c'est le fait de générer un buzz. Alors un buzz, c'est quoi? C'est beaucoup de visites en très peu de temps. Je vais rentrer dans les détails un petit peu plus tard. Et ce sont des visites que Google doit être capable de loguer, d'enregistrer. Voilà, donc Google Chrome principalement. Comment on le déclenche ce buzz-là? Je vous ai listé 4 points qui sont généralement utilisés par les éditeurs comme moi. Donc je vous le redis, on ne parle pas d'un vrai gros média avec des journalistes, avec des dizaines de publications par jour. Ce qui est très utilisé au niveau des éditeurs, c'est de l'envoi de trafic via des régies publicitaires. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'on en parle beaucoup. Les deux qui sont le plus connus et le plus utilisés dans la sphère francophone, je pense que c'est PopAds et PopCash. Mais il y en a plein d'autres. Je vous mettrai une référence sous la vidéo d'un tweet ou d'une vidéo qu'a fait Romain Pirotte, qui parle pas mal de régie publicitaire, pas forcément pour Discover, mais en tout cas il en parle pas mal, et il avait fait une sorte de top 20 des régies publicitaires. Donc ces régies publicitaires, c'est quoi? En fait, c'est des régies qui vont vous allez renseigner une campagne, c'est-à-dire une ou plusieurs URL, et elles vont vous envoyer du trafic dessus. Ce qu'on utilise beaucoup pour déclencher Google Discover via ces régies-là, c'est ce qu'on appelle le pop under, c'est-à-dire qu'il y a un internaute qui va sur un site, donc un site qui est éditeur en fait pour la régie, c'est-à-dire avoir le script de la régie. Quand l'internaute il arrive sur ce site-là, il y a une page qui va s'ouvrir. Souvent c'est derrière, en arrière-plan, et cette page-là, ça va correspondre à l'URL ou aux URL que vous avez renseignées dans votre campagne. C'est comme ça en fait qu'ils vous envoient des
du trafic. Donc c'est du trafic qui n'est pas forcément qualifié dans le sens où la page qui s'ouvre, ça ne va pas forcément plaire à l'internaute. L'internaute ne va pas forcément la visiter, cliquer sur d'autres liens, lire l'article, etc. Mais en tout cas, pour Google Discover, ce qu'on veut, c'est déclencher le buzz. Et ça suffit pour déclencher le buzz. Notification push. Ça, vous devez connaître, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça, c'est intéressant quand vous commencez à faire un minimum de trafic, parce que les CTR, ils sont quand même assez bas sur les notifications push, mais quand vous commencez à faire un peu de trafic, donc que ce soit du trafic SEO, en Google News ou même en Google Discover, il faut, pour moi, installer ça, parce que c'est quand même intéressant déjà pour fidéliser l'audience, créer une audience ciblés, enfin en tout cas avec des centres d'intérêt qui sont liés à vos publications, et pour le déclenchement de Google Discover, c'est top. Moi je sais que sur un site, il y a 2 ans, sur certains types d'articles, parce que mon audience, elle était divisée en plusieurs sous-parties. En tout cas, sur un certain type d'article, j'arrivais à déclencher Google Discover juste avec des notifications push, mais j'avais énormément d'abonnés. Je crois que j'en avais 500 ou 600 000, quelque chose comme ça. Les réseaux sociaux, c'est pareil, ça vous le savez, hein, c'est un vecteur de trafic qui est quand même très important. Donc réseaux sociaux, il y a les publications classiques sur une page avec des internautes qui arrivent, et il y a aussi le fait de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Alors moi en tout cas, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais la problématique que je vois au niveau de la publicité des réseaux sociaux, c'est que c'est difficile de créer le buzz, c'est-à-dire c'est ce fameux pic de trafic en quelques minutes. Autant on peut le faire avec les régies publicitaires, autant avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus difficile à gérer. Pour envoyer du trafic en continu sur une journée, 2 journées ou 3 journées, ça se fait bien. Mais après, comme je vous dis, je suis pas spécialiste. Et bien sûr, les newsletters. Newsletter, ça peut être un très bon moyen si vous avez une grosse base d'abonnés pour déclencher Discover. Moi, je sais que j'ai un associé à l'époque qui arrivait à déclencher Discover, entre autres grâce aux newsletters. Alors après, est-ce que vous envoyez une newsletter à chaque article qui est paru, ou est-ce que vous envoyez une newsletter à la fin de la journée avec tous les articles de la journée? En tout cas, voilà, c'est quand même une logistique. Mais après, quand on arrive à tout coupler, on peut facilement se passer de trafic via les régies publicitaires. Deuxième question, combien de visites en combien de temps est-ce qu'il faut pour déclencher le buzz? Alors moi j'ai tout automatisé depuis des années. Je log beaucoup de choses. Loguer, ça veut dire que j'enregistre ce qui se passe quand mon cron il va déclencher, il va activer une campagne, et il va déclencher du fake traffic sur un article Discover. Donc ce que je peux vous dire, et j'ai fait beaucoup de tests, c'est qu'aux alentours de 90 minutes, aux alentours de 10 minutes, enfin sur 10 minutes à peu près, ça suffit pour déclencher Google Discover. Voilà. Alors après, c'est un point en fait qui est discutable. C'est-à-dire que si vous discutez avec d'autres éditeurs, ils pourront avoir des chiffres qui sont totalement différents des miens, mais il y a plein de paramètres en fait qui vont rentrer en compte. C'est-à-dire que la qualité, on en discutera un petit peu après, mais la qualité des visiteurs, pour moi, elle va influencer là-dessus. Donc, chez certains, il va falloir 200 visites pour que ça fonctionne, parce que les visiteurs, ils viennent pas que de France, parce que ils sont moins qualitatifs, entre guillemets. Mais avec les réglages que je vais vous faire voir après, moi, 90 visites, aux alentours de 90 visites, donc Google Chrome, bien sûr, pour que Google il sache qu'il y a ce buzz. Ce buzz-là, il le sait parce que son navigateur, c'est un mouchard. En à peu près 10 minutes, entre 10 minutes et un quart d'heure max, ça suffit pour déclencher Discover. Quand, admettons que vous avez un site, vous ne faites pas de Google Discover, il y a l'onglet qui apparaît et vous voyez qu'il y a, comme ça, spontanément, naturellement, il y a des impressions et quelques visites. Dire que c'est plutôt un bon signe, et dans ces cas-là, en fait, il faut essayer de développer. Voilà, en tout cas, si vous avez envie, développer Google Discover. Quand c'est comme ça, moi, quand j'essaye sur un nouveau site, alors que je sois dans ce cas-là, ou bien juste j'ai l'onglet Discover, mais j'ai 0 clic et 0 impression,
généralement, je mets un petit peu plus de visites. Je suis plus aux alentours de 120. Je me suis rendu compte que déjà la sensibilité des sites, elle va être un petit peu différente. Et je pense qu'après, c'est aussi la qualité des internautes qui sont envoyés. Mais toujours est-il que pour moi, la sensibilité des nouveaux sites qui rentrent, elle va être un petit peu, ouais, ils vont être un peu moins sensibles. Il va falloir envoyer un petit peu plus de visites. Donc 90 visites sur un site qui a l'habitude de ressortir et sur un site que je veux tester, que je veux faire rentrer, plutôt aux alentours des 120. Donc quand je dis aux alentours, hein, ça peut être 110, ça peut être 130. De toute façon, avec une régie publicitaire, on ne choisit pas le nombre de, d'internautes qui est envoyé, mais on met un budget. Un budget et ça va faire, avec le budget, on est capable d'estimer à peu près. Voilà. C'est possible, ça c'est la ligne du bas, c'est possible de déclencher avec une cinquantaine de visites. En fait, comme je vous disais précédemment, j'ai un site qui déclenchait juste avec les notifications push, et juste avec les notifications push, une cinquantaine de visites, ça suffisait. Alors, moi, ce que je pense par rapport à ça, et c'est juste un avis personnel, c'est que un vrai internaute qui arrive sur votre page parce que ça l'intéresse vraiment, et puis il est logué sur son compte Gmail, par exemple, et il a eu un vrai historique avant, etc. Il n'arrive pas sur votre site de manière un peu isolée comme ça, parce qu'il est sur un site, je ne sais pas, d'immobilier, vous faites un article sur une personnalité, il va voir la pop under. On n'est pas sur les... Voilà, c'est pas forcément un internaute qui est logué à son Gmail, qui est dans une cohorte qui est liée au fait qu'il s'intéresse aux people. Bref, Google, je pense qu'il arrive à profiler de manière assez précise énormément d'internautes, voilà, surtout si on utilise les outils Google. Et ce que je pense, c'est que les profils qui correspondent vraiment à son site, à son sujet, à sa cohorte, ils valent plusieurs internautes. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que j'arrivais avec une cinquantaine de visites. Quand je dis une cinquantaine, des fois avec 40 visites, ça suffisait pour déclencher Google Discover. En tout cas, voilà, vous avez mes chiffres. Moi, j'ai fait beaucoup de tests. J'ai essayé pendant plusieurs semaines sur certains sites qui tournaient déjà de monter, de doubler le nombre de visites, voire de les tripler. Donc, en fait, je doublais ou je triplais les budgets. Et en fait, ça ne change rien au niveau du déclenchement de Discover, et ça change rien aussi au niveau de la performance d'après. C'est ça que je voulais tester. La performance à partir du moment où on est dans Google Discover, je pense que c'est uniquement lié au comportement internaute. Donc est-ce qu'il va s'arrêter en scrollant sur votre article? Est-ce qu'il va cliquer? Voilà, le taux de CTR, enfin le taux de clic, le CTR, qui est très très important, je pense, au niveau des métriques qui sont suivies par Google. Je pense que c'est ça qui influe beaucoup, mais en tout cas, voilà, j'ai déjà essayé d'envoyer 300 visites pendant des semaines au lieu de 90, et ça changeait pas grand-chose. Troisième question, où envoyer le trafic via les régies? Alors ça peut paraître une question bête, anodine, mais c'est une question avec quand même une vraie réflexion. Le premier scénario, c'est trafic direct. Bah, c'est quelque chose que je déconseille, mais c'est voilà, ce que vous voyez sur la droite. Vous avez la régie publicitaire qui va envoyer directement sur l'URL à faire ressortir dans Discover. Hein. Petite parenthèse, le trafic, il faut l'envoyer sur l'article qui doit ressortir, voilà, qui a été publié récemment, qui doit ressortir dans Discover. Il ne faut pas envoyer le trafic sur la page d'accueil ou une autre page que l'article a fait ressortir. Trafic direct, moi, je le déconseille. Pourquoi je le déconseille? Parce que j'ai une vision qui est plutôt long-termiste, et d'une manière générale, en SEO, c'est pareil. J'essaye de ne pas être trop proche des limites de la frontière, de la suroptimisation ou ce genre de choses-là. Du coup, cette approche-là, voilà, je vous la déconseille. Pourquoi? Parce que, en fait, Google est quand même capable de savoir d'où vient le trafic. Et si le trafic il vient de sites un peu pourris, et qu'en plus les internautes ils sont pas très pertinents par rapport au sujet que vous leur pushez via la régie, etc. Voilà, parce qu'il y a plein d'autres critères, je pense, qui sont pris en compte. C'est pas des red flags, mais en tout cas,
C'est des points qu'il est capable de détecter. Et sur le long terme, je ne sais pas ce que ça donne. En tout cas, moi, j'ai toujours eu cette approche de me dire, je ne vais pas aller dans les extrêmes. Comme ça, théoriquement, si un jour les curseurs changent et qu'ils pénalisent ou qu'ils filtrent des sites, je vais le savoir et je pourrais peut-être ajuster. Normalement, il y en a d'autres qui seront tapés avant moi. Donc, premier point, c'est ça. Le deuxième, c'est l'URL intermédiaire. C'est ce que beaucoup utilisent. C'est-à-dire qu'on a la régie publicitaire, on a une URL intermédiaire. C'est généralement un redirecteur d'URL. Donc bit.ly, t.co, donc le redirecteur de Twitter, de X. Et ensuite, ça arrive sur l'article à faire ressortir dans Google Discover. Alors je parle d'articles, mais ça peut être aussi des vidéos YouTube. Il n'y a pas uniquement que des articles qui ressortent dans Google Discover. Donc ça, c'est ce qui est généralement utilisé. L'avantage de t.co, entre guillemets, c'est qu'on donne un signal de trafic référent provenant de réseau social. Alors après, est-ce que c'est perçu comme ça vraiment ? Est-ce que c'est déclassé ? Mais toujours est-il qu'avec des outils comme SimilarWeb ou avec SEMrush, il est possible assez facilement de voir le trafic référent des sites internet. Et du coup, si ces outils-là, ils sont capables de détecter le trafic référent, vous imaginez que Google, avec tous ses services, ses outils, Google Chrome, il est capable de faire ça en puissance 10. Donc, ce que je vous conseille, c'est au moins d'utiliser ce genre de process-là. Et moi, le mien, c'est le dernier, c'est celui qui est en gras, c'est-à-dire que donc, j'ai la régie publicitaire qui balance sur du t.co, c'est ce que j'utilise le plus, qui arrive sur le site, mais sur un redirecteur interne, pardon, on va en parler plus en détail après. Donc c'est un fichier PHP qui a uniquement pour objectif de rediriger et de loguer tout ce qui se passe. Et ensuite, voilà, ça arrive sur l'URL à faire ressortir dans Google Discover. Voilà, donc moi j'ai deux intermédiaires, entre guillemets, entre la régie et l'article qui doit ressortir dans Google Discover. C'est ce que j'utilise depuis plusieurs années. Maintenant, ça doit faire au moins 2 ans. Ça marche très bien. Même s'il y a plusieurs intermédiaires, ça ne change rien pour le déclenchement, pour la fameuse étincelle dans Google Discover. Pour vous détailler un petit peu plus. Régie, donc ce que je vous expliquais, t.co, bit.ly, on peut utiliser ce que vous voulez, vous pouvez même faire un redirecteur. Vous pouvez créer un redirecteur vous-même. Ensuite, le redirecteur interne, ça va être un fichier qui ressemble à ça. Donc, monsite.fr, redire.php. Alors, il y a plusieurs choix. C'est-à-dire qu'au début, j'ai hésité. Je voulais créer un domaine avec un seul redirecteur et un seul redirecteur qui va dispatcher sur tous mes sites. Voilà. Mais je me suis dit, si un jour j'ai un problème de déclenchement dans Discover, est-ce que ça vient de la régie ? Est-ce que ça vient de mon site ? Est-ce que ça vient de cet intermédiaire-là, donc de ce redirecteur global ? Du coup, j'ai préféré en fait créer un fichier PHP que je mets sur chacun de mes sites. Ce que je ne vous ai pas précisé quand je vous ai parlé de SimilarWeb et de SEMrush juste avant, c'est que grâce à ces outils-là, en fait, donc on peut voir tout ce qui est domaine référent, mais juste le référent précédent, c'est-à-dire que si vous avez une succession de domaines référents, comme ici, si vous allez sur SEMrush ou SimilarWeb, ce qu'on va voir en fait, moi sur mes sites, c'est le t.co ou le bit.ly. On va pas voir la régie en fait. Mais ce qu'on peut voir aussi, et c'est en ça aussi il faut faire attention, c'est que on peut voir aussi les URL qui ont le plus de trafic sur votre site. Donc théoriquement, sur des blogs, c'est des articles. Mais le redirecteur, en tout cas, il peut ressortir, si vous en avez vraiment beaucoup de trafic, il peut ressortir dans les URL qui font le top trafic de votre site. Donc voilà, mon process, c'est ça. Régie, raccourcisseur d'URL, redirecteur d'URL, redirecteur interne, et ensuite, mon article à faire ressortir dans Google Discover. Les avantages de ça, en fait, c'est que j'ai une seule campagne à créer au niveau des régies publicitaires par site et j'ai une seule URL raccourcie, t.co, bit.ly, à créer par site. Sinon, si vous n'avez pas ça,
en fait, à chaque fois que vous allez créer un nouvel article, il va falloir modifier votre campagne, ou bien si vous passez par un redirecteur, il va falloir, enfin c'est même pas ou bien, c'est et, si vous passez par une URL de redirection comme t.co, il va falloir recréer une nouvelle URL. Donc on commence par Twitter par exemple, je crée une nouvelle URL qui va rediriger vers l'article que je viens de publier, et après, soit je crée une campagne en automatique, ou soit je vais mettre à jour ma campagne actuelle pour remplacer ou rajouter cette URL-là. Voilà. Donc c'est un peu... je trouve que c'est un peu lourd. Alors avec les API, il y a possibilité d'automatiser. Mais en fait, moi, si j'ai 5 sites, par exemple sur Google Discover, je vais avoir 5 campagnes. Je vais avoir 5 liens t.co, parce que chaque lien, en fait, il va rediriger uniquement sur mon fichier redire.php à chaque fois. Donc je vais avoir ma campagne 1 qui va rediriger sur mon site.fr/redire.php, ma campagne 2 qui va rediriger, alors d'abord sur le t.co, mais lui il va rediriger sur mon site 2.fr/redire. Voilà, à chaque fois je redirige uniquement sur mon dispatcher en fait. Je l'ai appelé redirecteur interne, mais en vrai c'est un dispatcher. Et l'avantage de ce fichier-là, en fait, c'est que je log toutes les visites en base de données ou dans des fichiers CSV. Ça permet quoi ça permet de faire des statistiques et d'arriver à la conclusion que je vous ai mise précédemment, là, les histoires de 90 visites en quelques minutes. Ça permet aussi de voir que les rapports en fait, qui sont générés par les régies publicitaires sur les statistiques d'envoi de trafic sur vos sites, ils sont parfois assez éloignés de la réalité. C'est-à-dire que la régie va vous dire, bah voilà, j'ai envoyé 1000 visites sur cette URL-là, via cette campagne-là, sauf que quand vous regardez sur votre fichier de redirecteur interne, ce qui est logué, ce qui est enregistré, on est peut-être à 800, 900 ou 950. C'est-à-dire qu'il y a souvent une perte. Et autre chose aussi, dont je me suis rendu compte, c'est que parfois, vous mettez par exemple 2 euros sur une campagne qui va correspondre, je ne sais pas, peut-être à on va dire 150 ou 200 visites, peu importe. Les 200 le budget, il va être consommé. Vous allez recevoir une partie des visites dans les 10 minutes ou dans le quart d'heure. Et parfois, il y a des visites en fait qui arrivent 3 heures après, qui arrivent le lendemain. Ça arrive de temps en temps. Je pense qu'il y a des goulots d'étranglement de temps en temps au niveau des régies, peut-être des sites aussi qui sont liés à ces régies-là. Bref, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça arrive régulièrement. Et le fait d'avoir réussi à loguer ça me permet de me dire, voilà, j'ai 3 articles qui ne sont pas ressortis depuis hier sur Google Discover. Alors, est-ce qu'il y a une mise à jour de Google Discover ? Est-ce qu'il y a eu une mise à jour et mon site il s'est fait rétrograder ? Est-ce que j'ai un problème technique ? Est-ce que j'ai un problème de lenteur ? Ou bien est-ce que ça vient de la régie ? Et je suis capable de dire, grâce aux enregistrements que je fais via ce fichier-là, si j'ai pas eu mes 90 visites en quelques minutes, c'est normal que le site il est pas déclenché dans Discover. Donc si vous en faites vraiment beaucoup du Discover, je vous invite à vous pencher, à vous intéresser à ça. Peut-être que je le mettrai en public d'ailleurs, le fichier de redirection, je verrai. On verra comment... Je vais réfléchir, vous me dites dans les commentaires. Mais si ça vous intéresse, je pourrais le mettre en public. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui l'avait mis, qu'on avait créé un aussi. En tout cas, intéressez-vous à ça parce que, voilà, parfois, il y a des choses qui ne se passent pas vraiment comme c'était prévu au niveau des régies qui peuvent expliquer certains désagréments. Alors, quel est mon process avec le redirecteur interne, mais plus globalement, quel est mon process pour Discover, pour déclencher l'étincelle, tout en sachant que moi j'ai tout automatisé. Donc, toutes les 15 minutes, j'ai un cron qui va tourner, qui va lire le feed de tous mes sites. En fait, tous mes sites, ils sont renseignés dans mon outil interne. Et toutes les 15 minutes, j'ai un cron qui va lire tous les feeds. De là, il va extraire les articles Discover qui ont moins de 24 heures. Donc les articles Discover, comment j'ai fait pour les extraire ? J'ai fait ça via l'URL. C'est-à-dire que dans l'URL, je mets le mois et l'année
Donc c'est -06 2025 si je publie un article aujourd'hui. Et à partir de là, mon script il est capable de détecter que c'est un article Discover. Donc j'ai mis moins de 24 heures. Pourquoi ? Parce que y a des plages horaires que je désactive la nuit au niveau des campagnes, parce que je me dis, s'il y a un bug avec mon script, il s'enflamme un peu et qu'il rajoute du budget toute la nuit et que je le vois pas, je vais avoir dépensé 50 ou 100 euros en une nuit, peut-être pour rien. Parce que des fois, ça nous est arrivé d'avoir des loupés ou que la régie ait des loupés. Des fois, on a besoin de pusher via Popads un article qui a été publié le matin, voilà, même si on est le soir, le matin. Donc j'aurais pu réduire à 12 heures, mais finalement que je réduise à 12 heures, à 24 heures, à 48 heures, ça change rien parce que après mon cron, il est capable de s'ajuster. Moi, par défaut, j'ai mis 24 heures. À partir du moment où il a extrait les articles Discover, donc via la pattern dans l'URL, il va vérifier tous ceux qui n'ont pas reçu le minimum de visites. Donc c'est les fameuses 90 visites. Là, moi, c'est réglé comme ça sur mon outil interne. Et s'il y a un article qui est détecté, dans mon redirecteur interne, je vais forcer la redirection sur cet article-là. Voilà. En fait, il y a plusieurs modes sur mon redirecteur. Il y a le mode par défaut, c'est-à-dire quand je l'exécute, par défaut, il va faire un random sur les derniers articles. Et j'ai aussi un mode où je vais forcer la redirection sur un seul article. Donc ça peut le faire en automatique, mon cron est capable de le faire. Je peux aussi le faire en manuel, comme ça si j'ai besoin de forcer en manuel et de relancer une campagne, je peux le faire aussi. Bref, j'avais prévu ça. Donc à partir du moment où il y a un article qui est détecté, donc généralement il y a soit un article détecté, soit pas d'article du tout. Donc si on a un qui est détecté, on force la redirection sur le redirecteur. À partir de là, je vide le budget de la campagne de la régie qui correspond à ce site. Donc moi, c'est très simple, hein. J'ai un tableau en PHP qui dit site, ID de la campagne dans telle régie. Et à partir de là, voilà, le script, il est capable de faire la concordance. Donc, il commence par vider le budget de la campagne, au cas où, même si elle a 0, c'est pas grave, il le vide. Il va rajouter du budget sur la campagne. Donc... là, à l'heure actuelle, on va en discuter juste après combien je rajoute, mais je vais vous expliquer, c'est 1,10 €. Et ça lance la campagne. Ça lance la campagne, c'est-à-dire que ça fait play. S'il ne se passe rien pendant un quart d'heure, par exemple, si la régie bug, un quart d'heure après, il va se repasser exactement la même chose. Donc, détection des derniers articles publiés, extraction des articles qui ont moins de 24 heures, articles Discover, quels sont ceux qui n'ont pas le minimum de visites, etc. Et là, vous allez comprendre pourquoi je commence par vider le budget de la campagne. C'est-à-dire que là, admettons que la régie, elle ait un bug, elle n'envoie pas de trafic. Donc j'ai 0 de trafic. Si je ne commence pas par vider le budget de la campagne, je vais avoir 1,10 € et ça va remettre encore 1,10 €. Voilà, et ça va mettre play. Et ça, si la régie elle bug pendant 2 heures ou 3 heures, la campagne elle va s'incrémenter en termes de budget. Donc ça, c'est mon process qui est totalement automatique, que j'ai développé en PHP. Hein, c'est pas très compliqué. En vrai, par contre, il y a plusieurs briques qui s'entremêlent. Il y a un cron qui lit les feeds, un autre qui va vérifier les visites, un qui va gérer toute la partie régie. Donc budget, pause, play, vidage, etc. Donc ça, ça doit faire au moins 2 ans que je fonctionne comme ça et ça marche très bien. Alors combien de budget est-ce qu'on met par article Discover ? Donc ça, je vous ai déjà donné la réponse juste avant. Moi, je mets 1,10 €. Alors ça, c'est pareil, hein, les budgets d'un éditeur à l'autre, ils vont être totalement différents. Moi, j'ai besoin d'1,10 € parce que j'ai quand même restreint beaucoup les profils des internautes. C'est-à-dire que je prends un internaute français ou limitrophe français, j'exclus certaines catégories. Bref, comme j'ai limité pas mal de choses, du coup, quand je lance une campagne, j'ai beaucoup moins d'internautes qui sont éligibles. Voilà. Et ce budget-là aussi, il dépend de mon max bid. Alors, le max bid, c'est quoi ? C'est l'enchère max par visite. C'est-à-dire que c'est un système de vente d'enchères, le fonctionnement des régies publicitaires. C'est-à-dire que si vous mettez une enchère à 1 centime et que d'autres annonceurs, comme moi, ont tous mis 3 centimes par
enfin en max bid, et ben forcément ils vont être prioritaires par rapport à moi. Et moi, c'est possible que finalement j'ai pas d'internautes parce qu'ils ont consommé tous les internautes qui étaient disponibles. Donc moi, par rapport à mon bid, par rapport à mon max bid, par rapport à mes restrictions, voilà, entre guillemets qualitatives, 1,10 € par article, ça passe, et ça passe à n'importe quelle heure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 1,10 € à 2 h du matin ou 1,10 € à 20 h, vous n'allez pas avoir le même nombre de visites, puisque il y a certains goulots d'étranglement, c'est-à-dire qu'il y a des plages horaires où il y a beaucoup plus de demandes. Il y a peut-être beaucoup plus d'internautes éligibles, mais globalement, en fait, il va falloir, au niveau des enchères, se battre un petit peu plus. Et peut-être qu'un internaute à 4 h du matin, il va me coûter 2 centimes, mais à 20 h, le même internaute, il va me coûter 4 centimes. Du coup, le nombre de visites pour le même budget, il est différent. Donc 1,10 €, je passe bien même aux heures de pointe. Et généralement, si c'est des heures un peu décalées, comme 4 h du matin, je vais avoir beaucoup plus que 90 visites. En fait, je vais en avoir peut-être 100, 110 ou 120. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement des régies. Alors après, moi, je ne suis pas spécialiste, je ne bosse pas dans une régie, mais de ce que j'ai compris et de l'expérience que j'ai, c'est ce que je peux vous dire. Donc 1,10 € par article, avec mes réglages, ça me suffit. Alors il y en a qui mettent beaucoup moins, mais par contre, ils vont avoir beaucoup moins de restrictions, ils vont avoir un max bid qui est plus bas. Alors, il y en a qui vont mettre beaucoup plus, mais moi, comme je vous ai dit, je vois pas l'intérêt parce que même en mettant beaucoup plus, j'ai pas vu de performance supplémentaire. Ou en tout cas, d'avantages supplémentaires. Quel réglage au niveau de ma campagne ? Voilà. Donc là, finalement, à partir du moment où j'explique mon process aux gens, généralement, les questions, elles se déplient dans cet ordre-là. Alors, bid, donc moi, je mets 0,006. Quality, donc ça, c'est plutôt pour Pop Ads. Alors, j'ai fait quelques tests, j'ai mis 2, 3, 4, 7, je vois pas trop la différence. En fait, plus on monte, plus on va restreindre le type d'internaute. Après, moi, j'ai pas mis 1, c'est le plus bas. Je voudrais éviter d'être le plus bas. 2, je sais que ça passe. A priori, ça pose pas de problème. Après, je pourrais mettre, dans une optique de qualité, je pourrais mettre 7, 8 ou 9. Mais c'est pas sûr qu'avec 1,10 €, je passe sur toutes les plages horaires. Voilà, parce que plus c'est restrictif, donc plus je veux de la qualité, et moins il y aura d'internautes éligibles. Voilà, donc en tout cas 2 sur 10, ça passe, et a priori ça pose pas de soucis. Référaire blanc, donc ça c'est pour cacher théoriquement le référaire. Après, voilà, il y a tellement de moyens de le connaître que il faut le faire, il faut le cacher. En tout cas, il faut le mettre en blanc. Mais dans tous les cas, même en blanc, voilà, tous les Google et différents outils arrivent quand même à topper les référaires. Et puis dans tous les cas, si vous passez par au moins un intermédiaire, t.co, par exemple, ça, il n'y a plus d'utilité à mettre le blanc, puisque le dernier référent, ce sera du t.co. Mais dans le doute, mettez-le quand même. Au niveau des pays, donc j'ai pris France, Belgique, Luxembourg, Suisse et Monaco. Alors j'aurais pu prendre que France, mais que France, je me suis rendu compte que à certains moments, j'arrivais pas à avoir mon nombre de visites que je voulais, les 90 en 10 minutes, un quart d'heure. Il me fallait plus de temps. Donc j'avais une solution, c'était d'augmenter le bid, mais aussi la solution, ça peut être de prendre les pays limitrophes. Ça passe bien. Après, il y a des pays comme la Suisse ou Monaco, c'est possible qu'ils soient un petit peu plus chers. Mais bon, il y a des optimisations à faire. Après, je vous ai donné une campagne type qui fonctionne pour moi. Après, voilà, à vous de faire votre propre expérience, de faire votre propre test et d'ajuster en fonction de vos besoins ou de votre état d'esprit. Les catégories, moi j'ai enlevé tout ce qui n'était pas grand public, en fait, donc adulte, casino, streaming. Ça, c'est pareil, il peut y avoir des gros débats là-dessus. Pourquoi un internaute qui vient d'un site adulte serait moins bien pour visiter mon article qui parle d'une personnalité ? Pourquoi pas ? Parce que ça, c'était une discussion, entre autres, que j'avais eue avec Dédou. Je te fais un petit clin d'œil si tu regardes la vidéo. C'est vrai que ça se... Voilà. La question se pose, c'est-à-dire qu'on peut à la fois aimer les personnalités
et à la fois, voilà, aimer aller voir des sites adultes ou aimer le casino, peu importe. Mais dans le doute, voilà, c'est mon approche sur du long-termiste, et essayer de ne pas être dans les extrêmes. Moi, je préfère exclure. Donc forcément, j'ai beaucoup moins d'internautes qui sont éligibles, mais ça passe quand même. Device, mobile et tablette. De toute façon, ce qu'on veut, grosso modo, c'est du Google Chrome, hein, sous Android, et on veut du téléphone ou de la tablette. Voilà. Donc c'est ce que j'ai sélectionné. Et language, en fait, ça c'est la langue du navigateur. Donc c'est pas la langue de l'internaute, c'est la langue du navigateur. Donc j'aurai quand même un internaute qui est en France ou en Belgique ou au Luxembourg, mais qui peut avoir voilà, un Google Chrome qui est en anglais. Ça permet, justement, là c'est un peu moins restrictif, ça permet d'augmenter un petit peu par rapport au fait, voilà, si on mettait juste la France. Dans certaines boîtes encore, ils installent des OS en anglais, même si les gens sont en France, et forcément, par effet de bord, enfin souvent, le navigateur, il prend la même langue, il est en anglais aussi. Donc attention aux horaires, ce que je vous expliquais précédemment. Vous mettez 1 euro à 4h du matin ou 1 euro à 20h, vous n'allez pas avoir le même nombre de visites. Du coup, il faudra ajuster et jouer avec tout ça, avec tous ces paramètres. Alors, on peut jouer juste avec le max bid, hein. Si on a un budget illimité, on met un max bid qui est plus haut, et on va passer avant pas mal d'autres concurrents. Mais sinon, voilà, c'est avec les autres paramètres, on peut jouer aussi pour arriver à ce qu'on veut. La dernière question, et en vrai la dernière question, elle est, c'est pas la plus intéressante, mais en tout cas c'est celle qui m'a donné le plus de sueur froide. Fake traffic, y a-t-il un risque avec Google AdSense ? Alors je sais pas si vous avez déjà reçu ce genre de mail là, rapport AdSense du 14 juin sur les cas de non-respect des règles pour les éditeurs pour le tag pub nana. Ça peut être déclenché pour plein de choses, mais entre autres parce que Google AdSense, il a vu que vous envoyez du fake traffic. En tout cas, qu'il y a du fake traffic qui arrive sur votre site. Voilà. Donc, si vous avez Google AdSense et que vous n'êtes pas familier d'envoi de fake traffic comme ça, faites attention. Il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose qui va pas. Donc oui, il y a un gros risque avec Google AdSense. Alors, ça c'est pareil, c'est source de débat. Moi je vais vous raconter une expérience personnelle. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a compte AdSense et compte AdSense. C'est un peu comme en SEO, il y a le blog de Madame Michu, et puis il y a le gros média qui fait 50 000 visiteurs par jour. En SEO, on a une sorte d'immunité. Hein, les gros, ils arrivent à faire des choses. Je parle pas de pénalité manuelle, mais je parle plutôt de ce qui est algorithmique. Ils arrivent à faire des choses que nous, on ne pourrait pas faire. Ils arrivent à ranker avec des articles qui font 100 mots, alors que nous, on en fait 600, mais des médias, etc. Ça rank derrière. Bref, il y a Google AdSense, et Google AdSense, il y a différents comptes. Et moi, pour connaître pas mal de monde et avoir suivi des projets, ouais, vraiment le jour et la nuit. Moi, j'étais considéré comme un petit compte AdSense, hein. Je faisais quand même pas mal, hein, mais je faisais à l'époque entre 500 et 1000, 1500 par jour. Pas depuis non plus 10 ans, mais j'étais considéré comme un petit compte AdSense. Il y a un mois qui commence, donc c'était en 2022. Alors, je suis dégoûté parce que là, avec Google AdSense, on peut monter à 3 ans. Et je pense que la pénalité, je l'ai prise juste avant ça. Du coup, on ne peut pas voir la courbe. Grosso modo, vous imaginez que la courbe de gauche, elle est exactement comme la courbe de droite. C'est-à-dire que je commence le mois, je crois que c'était le mois de juillet, très bien, avec du 800, 1000, 1200 euros par jour. Ça commence très bien. Et puis après, ça chute quand même fortement. Les clics, ils chutent fortement. Après, voilà, Google Discover, c'est du dents de scie. On peut faire une journée à 1000 balles, et puis des fois, la journée d'après à 150 balles. Donc bon, je m'inquiète pas plus que ça sur les jours qui suivent. Voilà, bref. Je fais quelques bonnes journées, quelques même très bonnes journées.
comme si c'était la courbe de droite, mais à gauche. Et puis ça baisse. Voilà, ça baisse fortement. Bon, au bout de 2-3 jours, je regarde quand même. Search Console, mes articles performent bien, je fais beaucoup de clics. C'est bizarre. Le RPM, forcément, il est très en baisse. Alors forcément, non pas forcément, mais en tout cas, je vois que le RPM est en baisse. Bon, je me dis début juillet. Après, c'est les vacances. Les annonceurs, ils ont peut-être coupé les budgets. C'est une période quand même qui peut être un peu particulière. Moi, sur les thématiques où j'étais, c'était pas du tout les thématiques estivales. Bon, pourquoi pas. Et puis ça continue de baisser. Mais ça baisse fortement. Donc là, je me dis, il y a un truc qui va pas parce que Search Console, ça va. Je fais beaucoup de trafic. Google Analytics, Google AdSense, c'est en chute libre. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc je regarde le site. Est-ce que la partie technique, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, WP Rocket qui pèterait un JS, par exemple le JS de Google AdSense, et qui poserait un problème. Je vais voir dans Google AdSense, voir si j'ai pas un message. J'essaye de creuser. Et en fait, ce que je vois, ce que je me rends compte, c'est que j'ai quasiment autant d'impressions dans Google AdSense, mais mes clics, ils arrivent presque à zéro. Voilà. D'ailleurs, ils arrivent à zéro au bout de, je sais plus, au bout d'une semaine. J'arrive pas zéro, mais entre 0 et 3 ou 5 clics par jour, avec des journées à, je ne me rappelle plus exactement, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais 30, 40, 50 ou 70 000 clics par jour quoi, en Google Search Console. Voilà, il y a une vraie problématique. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et au fur et à mesure, ça baisse. Et après, je suis capé. Je suis limité à 0, 2, 5 clics par jour. Voilà. Et quand j'analyse dans Google AdSense, les impressions, elles restent élevées. Donc, je ne comprends pas pourquoi j'ai beaucoup d'impressions et j'ai pas de clics. Donc, j'essaye de creuser dans tous les sens. Donc, forcément, mon RPM, il s'est effondré, ce qui est tout à fait logique. Hein. Beaucoup d'impressions, pas de clics. Voilà. Et je ne comprends pas. Et ce que je me rends compte au bout d'un moment, c'est que, voilà, on va dire qu'on est le 10 juillet, ça fait une semaine que c'est comme ça. 1er juillet, 2 juillet, 3 juillet, j'ai fait 3 bonnes journées. On est le 10 juillet, ok, tout va bien. Enfin, tout va bien, j'ai ce comportement-là. Le 11 juillet, je retourne sur mon dashboard Google AdSense et je vois que le 1er juillet, où j'avais fait, on va dire 1000 €, il est repassé à 0 €. Ok, jour d'après, je retourne sur mon dashboard AdSense et je me rends compte que le 2 juillet, où j'avais fait peut-être 800 €, il est repassé à 0. En fait, il y a une sorte de, pour moi, une pénalité manuelle qui était rétroactive. Donc, c'est-à-dire que pendant une période, et la période a été très longue, hein, je peux vous dire que j'avais des sueurs froides, les clics n'étaient plus comptabilisés. C'est-à-dire qu'il y avait de l'affichage, il y avait de l'impression, mais les clics n'étaient plus comptabilisés. Et ça a été rétroactif. C'est-à-dire que sur les quelques jours avant, ça a été rétroactif. Après des messages comme ça, en fait, j'en recevais plusieurs par jour et par site, parce que je faisais plusieurs publications par jour et par site, et parce que j'envoyais peut-être un peu plus de trafic à l'époque. J'étais pas aussi pointu sur mes ajustements. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est un filtre, une pénalité manuelle. Alors, le deuxième effet qui se coule, c'est que ce comportement-là, d'être capé à 0 de clic et d'avoir un effet rétroactif, il s'est propagé sur tous les sites qui étaient liés à ce compte-là, et même les sites qui ne faisaient pas de discover, qui ne recevaient pas les mails dont je vous ai fait voir juste avant. Et, alors la blague, c'est que j'avais un de mes sites, celui qui s'est fait toper, je pense, il avait un sous-domaine. Et ce sous-domaine-là, c'était un projet que j'avais en commun avec un associé. Donc, il était rattaché à un autre compte AdSense. Et sur l'autre compte AdSense, il s'est passé exactement la même chose. Voilà. Tout en sachant que sur le sous-domaine, je ne faisais pas de discover. De tête, je faisais pas ou non, je faisais pas ou très très peu. Et ça s'est propagé à l'autre compte. Et du coup, tous les sites de l'autre compte. Voilà. Donc, j'ai perdu je ne sais pas combien de milliers d'euros. Voilà, mais le compte il n'a pas été banni. Je pense que c'est une pénalité manuelle, mais en tout cas le compte il n'a pas été banni. Et ça c'est, je suis ravi de ça parce que un compte banni, enfin 2 comptes bannis, ça aurait été très compliqué après, très très compliqué. Donc et au bout d'un moment c'est reparti. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait plein de tests. J'ai essayé plein de trucs, je me suis renseigné à droite à gauche. Il y a un moment, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des blocs qui étaient en dur.
Donc, dans Google AdSense, on peut mettre des blocs en automatique. Il gère tout. Alors après, on peut spécifier je veux ou je veux pas tel bloc, je veux un volume de publicité plus ou moins élevé, quand même des paramétrages, mais on met en automatique. Et il y a aussi en manuel. Donc j'avais des blocs, des tags en manuel et de l'automatique. J'ai enlevé les tags en manuel et j'ai désactivé l'affichage des publicités en automatique. Donc ça, je l'ai fait pendant plusieurs semaines. Même avec ça, quand j'envoyais du fake traffic, donc c'est-à-dire grosso modo, j'ai gardé le tag AdSense, mais dans AdSense, dans mon interface, je lui dis tu ne publies plus, tu n'affiches plus de publicité. Donc j'avais plus de publicité qui était affichée. Même avec ça, en fait, je continuais à recevoir ce genre de mail-là. Donc ce que je peux vous dire, c'est que Google AdSense, ils ont un outil de détection de faux clics, de fausses visites et tout ça qui est relativement sensible, voire quand même très sensible. Et à l'époque, ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'avais pas de CMP. C'est-à-dire que la CMP, c'est la fameuse pop-up là, qui dit est-ce que vous acceptez les cookies ou pas. Si vous acceptez pas les cookies, normalement, pas de data Google Analytics qui sont remontées et pas de publicité affichée. Voilà, c'est d'ailleurs ça, il faut vérifier que ça fonctionne bien. Mais j'avais pas de CMP, j'envoyais un peu plus de trafic. Et toujours est-il que même en désactivant l'affichage, juste en laissant le tag, je continue à recevoir ce genre de mail-là. Donc, il faut vraiment faire attention avec Google AdSense parce que vous pouvez avoir des problèmes avec le fake traffic. Mais après, voilà, il y a compte AdSense et compte AdSense. Mais toujours est-il que si vous commencez à recevoir des mails comme ça, faites très attention. Donc j'ai répondu à la question, hein, on peut avoir des soucis. Et au final, c'est reparti. Donc j'ai pas arrêté de publier, parce que c'était sur un Gnews en plus, j'ai pas arrêté de publier... J'ai publié un peu moins, mais j'ai continué à publier des articles pour Google Discover en envoyant du fake traffic. J'ai mis une CMP. Au bout d'un moment, j'ai carrément désactivé le tag AdSense et Analytics. Et puis, au bout de X semaines, c'est reparti. Voilà. Et c'est reparti un peu comme si de rien n'était. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait une pointe là au bout du 2e ou 3e jour à 300-400 euros et après c'est reparti à plus de 1000 euros. Donc là, mon process maintenant, à l'heure actuelle, donc qui n'engage que moi, mais ça m'a traumatisé. Cache WP Rocket, il est vidé une fois par heure. Voilà. Ça, je suis obligé de faire ça par rapport à mon process. Si un article, en fait, j'ai développé une extension WordPress qui me permet, je renseigne des tags AdSense, tag Analytics, et en fait il va afficher ces tags là uniquement si l'article a été publié depuis au moins, moi je l'ai réglé à 25 minutes. Pourquoi 25 minutes? Parce qu'avec mon chrone qui tourne tous les quarts d'heure, grosso modo ça lui permet de faire au moins une boucle, et éventuellement s'il y a un souci, de refaire une autre boucle. Pas forcément finir le process, mais en tout cas de renvoyer du fake traffic. Mais généralement il n'y a jamais de deuxième boucle, mais ça me permet d'être tranquille au moins par rapport à ça, par rapport à l'envoi de trafic. Donc potentiellement je perds peut-être un peu d'argent parce que tous les internautes qui viennent via les notifications push ou les réseaux sociaux, ils n'ont pas de publicité d'afficher, mais au moins je suis tranquille par rapport à ça. Alors j'ai inclus aussi le tag Analytics, mais en vrai... Tag Analytics, pour moi, c'est pas, il n'y a pas besoin. C'est uniquement le tag Google AdSense qui traque et qui essaye de détecter tous ces les visites qui sont pas normales, pas naturelles, les clics qui sont pas bons, etc. Donc voilà. Donc toutes les 25 minutes, au bout de 25 minutes, l'article il va afficher Analytics et AdSense. Et maximum, au bout d'une heure, le cache il va être vidé. Et il va vraiment afficher les publicités et traquer les datas depuis Google Analytics. CMP externe, donc ça, faut mettre. De toute façon, normalement, c'est obligatoire. Moi, je vous conseille... moi, j'alterne sur mes sites, mais sur les gros sites, c'est pas la CMP AdSense. C'est-à-dire que pour moi, la CMP AdSense, je sais pas en fait si elle traque. Même si je refuse... Voilà, je sais pas, déjà juste quand j'arrive au niveau de la CMP, sans rien faire, je sais pas si ça traque ou pas, ces faux clics, ces fausses visites, ou ces visites pas naturelles. Donc moi j'utilise souvent CirData sur mes sites, c'est facile à installer, ça marche bien, c'est gratuit.
Donc moi, je vous recommande CMP externe à AdSense. En tout cas, il faut quand même une CMP parce que normalement, vous pouvez avoir des soucis auprès d'AdSense s'ils comprennent que vous n'en avez pas. Voilà, c'était la 7e et dernière question. Si vous avez d'autres questions, vous les posez sous la vidéo en commentaire et je ferai peut-être une deuxième vidéo si ça vous plaît ce format-là. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai abordé là, bah pareil, hein, vous les mettez en commentaire et je répondrai avec plaisir. Et puis bien sûr, bah, abonnez-vous, partagez si ça vous a plu et puis likez et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos.